Donc, merci tout le monde, merci de nous joindre sur ce live. Donc, on va dire que moi, je suis très content déjà d'avoir euh, Marie Glandus. Je suis un peu fan. Je suis pas un peu fan, mais beaucoup. Comme je suis un peu sur LinkedIn. Je pense que c'est ton terrain, LinkedIn. C'est un peu ça. Bah, j'aime bien, ouais. Avant, j'étais à fond sur Facebook et puis là, j'ai complètement abandonné. Et maintenant, c'est LinkedIn. Ouais, moi, mon nouveau terrain, c'est Instagram maintenant. Je Ouais. trouve, je suis un peu à l'aise sur Instagram. En tout cas, bonsoir, Marie. Même bonsoir, Marouane, et bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Alors, pour info, il est 22h44 ici. Désolée pour le retard. Moi, je vais essayer de boire du thé pour tenir le coup. C'est vendredi, c'est fin de semaine. Normalement, normalement, je regarde koh et je suis tranquille et je pense à mon week-end de déconnexion. Mais là, je suis super contente en réalité de parler avec vous et j'espère que voilà, on fait une discussion cool, tu vois. Il Et faut. vous avez vu Design for them, not for you. Vous Ah savez oui, qui c'est? ça, c'est le base. Ça. Base. C'est comme dit Dan Norman, you are not the user. Tu n'es pas l'utilisateur. Mais ça vient du NN Group. Ah oui, ouais, c'est bien. Je m'excuse de rater ta soirée koh. Mais non, mais t'inquiète. Je sais, j'ai pas cru que koh est assez importante. J'ai vu même dans les commentaires sur LinkedIn T'as vu? que quelqu'un qui a dit ouais, au temps de koh on préfère voir le replay que voir en direct. En tout cas, merci pour accepter cette invitation. Donc, le cadre, c'est, j'ai partagé mon idée avec toi et toi, tu étais partante. L'idée, c'est de faire des rencontres online, espérant un jour que ça soit des rencontres réelles. Nord-Sud, le Nord-Sud de Méditerranée, la partie ou la région francophone de la France, Suisse, Belgique, peut-être, et aussi en Tunisie, Algérie, Maroc, donc les pays un peu francophones. Donc, échanger un peu. On sait que l'UX, il est basé ici, essentiellement sur le partage. C'est ce que je crois au moins. Et donc, merci beaucoup pour notre premier invité, donc Marie Glandus. Donc, je te laisse te présenter pour le grand public tunisien, pour les gens qui nous suivent là. Déjà, excusez mon français, je parle pas très bien le français, je suis pas français, je suis tunisien. J'essaye de parler le français, donc sur les orthographes, les trucs, faut pas s'arrêter là-dessus. Donc Marie, bonsoir encore une fois, merci pour être parmi nous. C'est qui Marie Glandus? Ah, la C'est question simple. est. Bon, bah, moi, je m'appelle Marie Glandus, comme vous l'avez compris. Je suis conceptrice d'expérience. Je le dis en français, hein, parce que designer, expérience designer, c'est la version anglaise, tout simplement, comme quelqu'un l'a fait le remarquer dans les commentaires sur LinkedIn. Et mon métier, en fait, pour faire simple, et j'ai mis du temps à trouver le bon pitch, hein, c'est que j'aide les entreprises à créer des produits que les personnes adoptent, en rendant optimale l'expérience qu'ils vivent avant l'usage, pendant l'usage et après l'usage. Et le but de tout ça, parce qu'on me demande souvent, mais ok, ça sert à quoi? Voilà, c'est vraiment de favoriser l'acceptation initiale des produits et surtout de maintenir un usage prolongé dans le temps et de fidéliser les utilisateurs, ce qui généralement intéresse pas mal les entreprises. Ok. Donc, la définition, généralement, si on veut chercher une définition UX design, c'est un peu difficile de trouver une seule définition. Oui. Parce que moi, je dis toujours, et même, je pense que même Dan Norman a dit ça, en fait, qu'il y a le point of view des académiques et le point de vue aussi des professionnels qui sont dedans. Donc, c'est comme ça qu'il y a différentes définitions du X. Mais si je te dis en une seule phrase, expliquer aux gens c'est quoi l'UX en une seule phrase, c'est quoi cette phrase? Bah, L'UX, en français, c'est l'expérience utilisateur, user experience. Et en termes simples, c'est ce que les gens ressentent et vivent au contact d'un produit ou d'un service ou d'un système, un téléphone, ou d'un espace aussi. Ça peut être l'expérience qu'on vit dans un hall d'aéroport, dans une salle de classe,
dans une salle d'attente. Voilà, on vit aussi en fait, on vit des expériences vraiment tout le temps parce qu'on est en interaction avec des objets, des services, des lieux. Voilà pour ma définition que j'ai essayé de faire simple et courte. Maintenant, si tu vois design d'expérience, parce qu'en fait, il faut bien différencier l'expérience, donc ce que vivent les personnes, et le design d'expérience, qui est le fait de concevoir pour l'expérience. Avec toute une approche, toute une démarche qui est bien particulière et des méthodologies qu'on mobilise, qu'on combine. Voilà, ce que tu veux en C'est exactement ça. Et surtout que je pense que tu es d'accord avec moi que le terme UX design ou UX aujourd'hui, bon, soit dans la partie francophone ou anglo-saxonne, maintenant on dit que UX c'est plus facile à prononcer et à utiliser. Mais je pense que ce terme, il est très malmené, très mal compris. Et que maintenant, ce mot UX est devenu comme un peu avant, on ne sait pas, moi je suis designer, donc à la base je suis designer de branding et tout ça. Et avant il y avait la fameuse DA, directeur artistique. Oui. C'est UX. Euh, ce n'est pas juste un buzzword ou c'est toute une discipline c'est tout un process, une discipline, tout ça, que moi je trouve que le problème que à force de beaucoup utiliser ça veut dire ce terme, les gens sont confus, ils comprennent plus rien du tout. Oui, bah oui, je te confirme. Et d'ailleurs, Donald Norman, qui est celui qui a lancé ce terme, qui est à l'origine de ce terme user experience, le dit lui-même dans une de ses vidéos. Alors maintenant, elle commence à dater un poil, mais il dit effectivement que le terme est complètement mal utilisé et qu'on le, comment dire, on l'attribue à l'expérience uniquement avec les systèmes numériques, alors que comme bon, je viens de le rappeler, c'est une expérience peut tout à fait. Voilà, je vis une expérience avec ça, je vis une expérience au contact de ma souris. Voilà, je vis des expériences en fait avec des objets. Parfois, je galère à comprendre comment ils fonctionnent parce que tout n'est pas forcément intuitif ou facile à comprendre. Donc oui, je vis des expériences tout le temps. Et alors c'est pour ça, donc, je me permets de rebondir là-dessus, parce que j'ai quand même choisi un titre un petit peu. Tu m'as demandé un titre, je t'ai dit OK. Et voilà, on a choisi ce titre un peu foufou. Le designer UX est mort, vive le concepteur d'expérience. Peut-être que tu as envie, peut-être que les gens ont envie de savoir pourquoi. Je sais pas si on a quelqu'un dans le chat qui se demande. C'est exactement ça. C'est là où je veux arriver. C'est que aujourd'hui, même quand on a parlé ensemble, moi et toi, on est d'accord que l'UX design, c'est un peu vague. Dire que je suis UX designer aujourd'hui, c'est un peu vague. Parce que déjà, il y a si on peut appeler des sous-métiers ou des spécialités. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle UX researcher, il y a le stratégiste, ça veut dire qu'il y a beaucoup de métiers. Mais si on revient au titre, UX designer, vive le constructeur utilisateur. C'est quoi la différence? Bon, alors, simplement. C'est pas la traduction en français. Ouais, au-delà du fait que ce soit la traduction en français, tout simplement, j'ai choisi aussi de mettre ça parce qu'en France, en fait, quand on parle de design, souvent les gens l'assimilent au beau, en fait, à quelque chose qui est graphiquement esthétique, stylé. Oui. Et c'est ça, moi, le problème que j'ai. Et donc, c'est pour ça que je suis revenue à quelque chose de différent. En fait, le mot prêtait trop à confusion. Et simplement, la traduction française est plus claire. Donc, pourquoi on l'utilise pas? Après, deuxième remarque, c'est que tu pourrais me dire, mais pourquoi tu dis conceptrice d'expérience et pas conceptrice d'expérience utilisateur? En fait, pourquoi préciser utilisateur puisqu'on est sur une expérience d'interaction, comme je disais, avec des objets, donc il y a des utilisateurs, des gens qui interagissent avec les choses. Mais en fait, si je fais ça, c'est pour que ce soit plus global, parce que j'entends beaucoup parler d'expérience client, d'expérience patient, d'expérience candidat, d'expérience ci, d'expérience là. Je dis, OK, mais en fait, on est sur des expériences humaines avant tout. Oui,
on est sur des expériences que vivent des personnes en fait, des humains. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc en fait, c'est pas un pléonasme de dire Human Experience Designer. Il faut simplement dire Experience Designer, parce que l'expérience est humaine en soi. C'est une expérience tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce raccourci. Voilà, ce raccourci. Je pense que voilà, j'ai l'impression que ça sert à rien de préciser utilisateur. Et surtout, ce que j'aime pas trop, c'est quand on parle de la CX, la Customer Experience, comme plus globale que l'UX, alors que pour moi, l'expérience utilisateur, on va, penser le produit avant l'usage, pendant l'usage, après l'usage. On va penser toutes les interactions avec la marque, avec les différentes choses, tu vois. Pour moi, c'est la même chose, tout simplement. Oui, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout que y a, parfois au début, il y a les UX designers au début, ils ont un problème en fait qui se focalisent trop sur l'utilisateur. Parfois, ils oublient même un élément très important, une partie très importante dans le projet, c'est le client lui-même. Ça veut dire que le client lui-même aussi, il est très important dans un projet. C'est-à-dire que c'est le gars qui paye de l'argent, ou c'est la femme qui paye de l'argent, pour ne pas être misogyne. Donc, c'est la partie qui paye, c'est la partie qui lance le projet, c'est la partie qui met les ressources pour ce projet. Et après, on va leur dire, oh non, votre choix ou vos idées n'ont aucune importance. Nous, on pense à l'utilisateur. C'est un peu bizarre aussi. Oui, alors je veux être sûre de bien comprendre. Toi, tu parles bien des commanditaires. Quand tu parles des clients. Ok, ceux qui c'est notre client à nous en tant que designer, c'est vrai. Oui, ok. Ouais, mais c'est juste que pour pas qu'il y ait de confusion, je parle de commanditaires ou de décideurs, en fait. C'est plus simple. Et ce qu'on appelle en anglais business owner ou un truc comme ça. Oui, ou stakeholders. Oui. Et donc, oui, effectivement, c'est vraiment important de prendre en compte déjà leurs symptômes, entre guillemets. Moi, par exemple, j'ai une bonne pratique, j'espère. C'est que quand je commence un projet, quand un client vient à moi, je lui pose des questions préalables pour bien comprendre c'est quoi les objectifs en fait. Qu'est-ce que tu attends de cette prestation? Qu'est-ce qui sera amélioré une fois que cette prestation sera terminée du X-Design? C'est quoi les critères de succès? C'est quoi les grands défis qu'on doit relever? Donc, je lui pose ces questions-là pour essayer de comprendre aussi c'est quoi ses symptômes à lui, parce que grosso modo, moi, j'ai identifié 2 types de clients. Alors, je suis indépendante, pardon, j'ai pas précisé, mais je travaille en indépendant depuis 1 an et demi. Et j'ai identifié 2 types de clients. Il y a ceux qui viennent pour une refonte ou une évolution parce que leur produit ou leur service ou leur système n'est pas optimal et cause des mauvais résultats, on va dire. Par exemple, il y a des gens qui partent chez la concurrence, il y a de moins en moins de gens qui achètent le produit, il y a de moins en moins de gens il y a de moins en moins de conversions, il y a des gens qui désinstallent le produit, il y a voilà. Donc tous ces petits symptômes sont intéressants. Donc il y a ce client-là. Lui, c'est plutôt, j'ai envie de dire, c'est plutôt simple de le traiter parce que il est très à l'écoute puisqu'il est en détresse. Son produit marche plus bien. Et il vient vraiment vers nous pour les bonnes raisons, c'est-à-dire favoriser l'adoption ou la réadoption de son produit. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et l'autre type de réseau de clients, c'est ceux qui veulent concevoir quelque chose de nouveau. Donc, un nouveau produit, en fait. Voilà, je suis entrepreneur, je veux créer une application mobile. Et j'ai besoin d'un UX designer parce que c'est à la mode d'avoir un UX designer. Bon. Tu vois où je veux en venir? Ouais, je t'entends très bien, je comprends. Mais ces clients-là sont beaucoup plus difficiles à gérer. Oui, c'est exactement ça. Peut-être ceux qui ont envie de refaire ou de faire la refonte, comme tu as évoqué, avec eux, on est plus à l'aise parce que s'ils ont dit qu'on a besoin du UX designer, c'est qu'ils ont vraiment besoin du UX designer. Mais ceux qui ont un nouveau projet à lancer, moi je trouve, bon, je parle pour la Tunisie, je parle aussi en France parce que comme je travaille un peu avec des Français, ceux qui ont un nouveau projet,
euh, malheureusement, pour leur faire comprendre l'importance du X design ou du process UX, n'importe quelle méthode, soit Spring, Clean ou Guerilla ou autre, on va parler de tout ça après. Il faut vraiment bien expliquer, surtout par les chiffres, parce que je trouve que les gens qui lancent un nouveau projet, c'est des gens qui vont dépenser de l'argent, donc ils parlent chiffres avec des entrepreneurs, ils parlent avec les chiffres, ils leur parlent bien. Et si un entrepreneur sait faire quelque chose, c'est les chiffres. Donc du coup, je pense que est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que depuis 30 ans ou plus, même parce que le premier livre que moi je crois qui a été écrit pour pour le design d'expérience humaine, tout ça, c'est un livre de 1950, il s'appelle Designing for People. Et ce livre a été, j'ai oublié le nom d'auteur, mais ce livre était désigné, surtout qu'il y avait eu cette révolution 0.3 dans les années 50, 60, au début des années 60. Les machines et tout ça, donc il faut adapter les machines à l'humain, et non pas le contraire. Donc il y a eu ce livre. Après, est-ce qu'aujourd'hui, après 30 ans, 40 ans du X-Design, de ce process, de design thinking, toute cette famille, est-ce qu'aujourd'hui, on a réussi, nous, en tant que professionnels dans ce domaine-là, ou avec ce process-là, ou avec ces process, est-ce qu'on a réussi à améliorer des produits? Est-ce qu'on a réussi aussi à montrer l'importance de ces méthodes? Disons que... Ah, je m'entends en écho. C'est pas si évident que ça, en fait, d'avoir aujourd'hui déjà des démonstrations. Mais on commence quand même à voir des cabinets comme McKinsey ou d'autres qui sortent des rapports, en fait, où il y a effectivement des chiffres et une preuve, en fait, du retour sur investissement des approches design. Donc ça, c'est intéressant à montrer à des clients qui ne seraient pas convaincus. Après, moi, à un moment donné, je trouvais que je perdais trop d'énergie à sensibiliser des personnes qui ne sont pas convaincues. À un moment donné, carrément dit, je préfère attendre qu'ils se prennent le mur, comme je dis, donc qu'ils se cassent la figure. Voilà, qu'ils le prennent, mais qu'ils soient matures, en fait, qu'ils soient prêts à changer leur façon de concevoir. Parce que ces personnes-là, souvent, sont persuadées de savoir qui sont leurs clients, qui sont les utilisateurs, de quoi ils ont besoin. Ils sont persuadés d'avoir la bonne solution en tête. J'ai une idée géniale. On va faire ça. Il me faut des développeurs, des designers pour remplir des lignes. Et en fait, il veut juste une équipe d'exécutants. Donc, c'est assez dur de l'attraper à ce moment-là du projet, en fait. Sauf avoir un commanditaire qui est très mature en termes du X. Ça existe quand même. Notamment ceux qui ont, par exemple, un background en design d'expérience, en ergonomie, enfin ceux qui sont un peu sensibilisés à tout ça. Mais c'est pas tous les entrepreneurs. Mais oui, c'est vrai que aussi ça c'est une expérience. On peut dire que convaincre les commanditaires, c'est un peu une expérience aussi. Il faut la vivre parce que même moi j'ai des stagiaires par exemple maintenant qui sont avec moi chez moi dans la boîte et on parlait sur un projet, ils me disent ouais il faut que le client fasse ça. Je dis le dire c'est facile hein, mais aller son numéro, essayer de lui convaincre que ça va lui, c'est mieux pour lui, c'est un peu dur. Donc, j'ai un peu changé un peu. Sur quel genre de projet tu travailles en ce moment? Oui. Alors, en ce moment, je suis pas mal sur des logiciels. Par exemple, un logiciel de recrutement pour les cabinets d'intérim, les agences d'intérim. Je suis aussi intervenue sur un logiciel pour des agents immobiliers, pour une application mobile pour des parents, pour des jardiniers qui ont du mal à s'organiser au niveau de leur chantier. En fait, c'est souvent des systèmes numériques. Là, par exemple, on vient d'avoir un nouveau projet pour un chatbot, une sorte de chatbot, en fait. Où tu demandes en vocal ou par écrit quelque chose
et le chatbot te répond. C'est pour des commerciaux ou des managers en fait qui ont besoin de chiffres précis, tu vois, genre c'est quoi les ventes de l'année une dernière. tendance maintenant. C'est une tendance les chatbots maintenant. Voilà. Et ça colle avec ce que je te dis, c'est souvent des clients qui voient un problème au niveau de la fidélisation de leurs utilisateurs et qui viennent vers moi dans ce cadre-là. Après, je pense aussi que ce qui a pas mal changé, c'est que j'ai mis à jour mon profil LinkedIn. Enfin, j'ai réagencé les choses, tu vois, j'ai reformulé pour que, en fait, ce soit plus facilement compréhensible par une personne du business. Parce que essayer de vendre le design d'expérience en parlant d'améliorer la vie des gens, bah, je suis désolée, mais ça parle pas aux gens du business. Les gens du business, qu'est-ce qui compte pour eux en fait? Qu'est-ce qui est important pour eux? Qu'est-ce qui va les motiver? Ben eux, ils ont besoin de conquérir des clients ou de les fidéliser. Et ces termes-là sont très parlants pour eux. Ils sont très évocateurs. Et c'est pour ça que j'ai décidé de les mettre très fort en avant sur mon profil, plutôt que de dire on va améliorer le monde grâce au design UX, on va améliorer la vie des gens. Tout ça, je suis très très contente de faire ça en réalité, mais sauf que c'est pas vendeur. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, donc voilà, j'ai un peu revu ma façon de vendre la chose. Oui, je vais revenir un peu sur comment tu as changé un peu pour ton profil et tout ça. Il y a Oussama Hamar, le cofondateur de The Family, il est très connu en France. Il a arrêté de penser que vous allez changer le monde, de travailler seulement sur vos projets, soyez à 100% sur vos projets, arrêtez de rêver de changer le monde. Et je trouve que ça, c'est plus pragmatique et réel. Disons qu'on peut avoir cette ambition et je pense qu'on y contribue quand même. Autant qu'ambition, oui, mais un rêve quand même de changer le monde, c'est peut-être, je dirais que par exemple Facebook, peut-être Zuckerberg, peut-être qu'il a réussi à changer le monde. Non, Larry Page avec Google, il a changé le monde, c'est vrai. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est intéressant déjà de poser cette question, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il va avoir un nouveau projet, service ou je sais pas moi, une application qui peut changer le monde autant que Uber, Facebook, parce que Uber, par exemple, elle a changé notre conception, même si on l'a pas ici en Tunisie. Nous, on a notre Uber à nous ici en Tunisie. Mais quand même, Uber, ou ici en Tunisie, on a Bolt. Ils ont changé aussi notre conception ou notre façon ou notre, comment dire en anglais, behavior. Comportement. Ouais. Oui, exactement. Mais est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, il va y avoir des projets, surtout après on va parler post-Covid-19, ça veut dire après le Covid-19. Moi, je pense que il va y avoir beaucoup de changements et surtout, je pense que c'est l'ère de changement ou transformation digitale. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, déjà la place du UX design dedans, mais est-ce que tu crois qu'il va y avoir des grands projets qui vont changer le monde? Franchement, je pense que dans nos cœurs, on peut vraiment penser que ces méthodes-là peuvent vraiment changer les choses. Non, mais c'est vrai. Mais par contre, quand on essaie de les vendre ou quand on essaie comment dire, d'avoir des clients, parce qu'à un moment donné, quand tu es indépendant, enfin moi je me suis mise en indépendante, c'est mon gagne-pain. Donc voilà, pour convaincre des clients, il faut parler leur langage. Donc si tu Oui, je suis d'accord. c'est juste en fait le discours. Mais au fond de moi, je suis quand même consciente que ces approches permettent de changer la vie de personnes. Alors parfois, c'est à des petits niveaux. Hein. Par exemple, quand c'est des jardiniers pour qui je fais une application mobile, ben oui, je ne vais pas révolutionner le monde, mais je vais quand même améliorer la vie de ce petit groupe de personnes. Et rien que ça, c'est cool. C'est cool. Et si demain je fais des projets plus vastes, plus grands, qui concernent beaucoup plus de personnes, eh ben c'est cool aussi. Voilà, je sais qu'il y a des collègues en fait qui se mettent à fond là-dedans, dans les gros projets d'envergure qui ont un impact sociétal et social et tout. Et c'est bien, je veux dire, génial. Mais parfois, quand on a besoin aussi d'en vivre, parce que c'est notre métier, ben on peut se satisfaire juste d'améliorer la vie de je sais pas moi, d'agents immobiliers ou de médecins ou
peu importe. Alors, qu'est-ce que je